Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce deuxième anniversaire de Coconut Podcast, nous réitérons avec un invité de marque, messieurs, dames. On va emprunter une expression propre à l'environnement familial de monsieur Anish Kadat. Oui, messieurs, dames, Anish Kadat, il est considéré comme le tenant d'un héritage intellectuel, celui de monsieur Serge Bouchard. Nous avons l'opportunité de l'avoir avec nous aujourd'hui. Il est connu dans un premier temps comme réalisateur, concepteur sonore, chroniqueur, animateur, mais également un sociologue qui aime vraiment débattre avec autrui. C'est avec une immense joie que nous recevons à Coconut Podcast un sociologue, mais également un grand philosophe qui permet de démocratiser ces concepts par moments fort éloignés de nous autres citoyens. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast, je dis bien, ce grand animateur à Ici Première, Radio-Canada, je dis bien Jean-Philippe Plot, messieurs, dames. C'est une présentation qui nourrit mon syndrome de l'imposteur, mon cher. Ben, écoute... Je suis très touché. On voit que tu es quand même touché, ému, oui. Pour le travail qui est tien, ouais. Pour ce que tu as accompli depuis, on peut dire, les 20 dernières années, car tu as également écrit, oui, sur la parentalité, avec le lieu et Al, comme on dit lorsqu'on fait nos citations bibliographiques. Tu as fait tes recherches? Ah, ben écoute, à Coconut Podcast, on t'étonne. Et vraiment, cette introduction, elle est méritée. Et surtout, tu es ce tenant d'un héritage. Tu as été près de 10 années avec l'un des grands du Québec, Premier ministre du Canada, Premier ministre du Québec, lui ont rendu hommage lorsqu'il nous a quittés le 11 mai. Oui, écoute, on est, ça fait un an ou presque, là, cette introduction, elle est très peu, Jean-Philippe. Ben merci, je suis très touché. Puis quand tu dis que je suis tenant de cet héritage-là de Serge, tu sais, j'en suis conscient. C'est lourd à porter, mais ça me suit vraiment à tous les jours. Tu sais, côtoyer un homme comme ça, parce que Serge était d'abord et avant tout un être humain qui était super proche de ses émotions, même s'il était capable d'aller dans les idées puis de flyer. Moi, c'est ça qui m'a vraiment transmis, c'est l'espèce de capacité qu'on peut avoir comme être humain à se promener entre les émotions puis les idées. Puis aujourd'hui, ce que je fais à l'émission Réfléchir à voix haute, c'est un peu ça, tu sais. Je l'ai fait avec lui assez fou pendant 10 ans. Puis à Réfléchir à voix haute, ben on s'est dit, c'est le plus beau leg sans doute que Serge m'a fait, puis on va transposer ça en ondes dans notre émission. Puis fait que je suis très content d'avoir cet héritage-là. C'est lourd à porter, mais j'essaie de le transmettre du mieux que je le peux. Puis je pense que j'y arrive assez bien. Selon, si je me fie à ta présentation, je pense que j'y arrive assez bien. Assurément, surtout pour tes fidèles auditeurs, auditrices. Tu réussis vraiment à connecter avec ton auditoire. Mais ça, c'est une chose qui me fascine d'ailleurs, la communauté qui s'est bâtie autour de cette émission-là au fil des ans, tu sais. Entre autres, c'est malade. Tu sais, il y a des gens qui sont là pour réagir, pour réfléchir avec nous. Tu sais, tu parles de concepts qu'on essaie de vulgariser à l'émission. Tu sais, on essaie toujours de garder en tête qu'on peut parler autant aux grands universitaires qu'à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'université. Puis cette communauté-là, elle nous suit, elle nous nourrit. Puis cette année, ce que j'ai essayé de faire, entre autres, à l'émission Réfléchir à voix haute, c'est de faire en sorte que ces gens-là qui réfléchissent chez eux, en marchant, nous écoutant dans leur voiture, que leur contribution puisse trouver leur chemin jusqu'en ondes. C'est ce qu'on fait.
Je pense que ça dynamise beaucoup le type d'émission qu'on produit. C'est intéressant ce que tu dis, et même les gens peuvent t'écouter en marchant. Ouais. Tu es disponible, oui, sur audio. Audio, ouais. Radio-Can. Oui. Donc, ils peuvent t'écouter en mode balado. Ouais. Ils vont juste télécharger, puis par ouais. la suite, ils écoutent l'émission. Puis on peut même écouter ce que tu avais fait avec Monsieur Bouchard également. Oui, plusieurs saisons sont disponibles. Heureusement, les toutes premières ne le sont pas. Je dis heureusement parce que quand je me réécoute, je me dis il y a quand même une évolution de mon travail au cours de ces années-là que quand tu sais, je sais pas si ça te fait ça des fois, mais tu te réécoutes tu dis ça fait mal. Tu sais, en même temps, je sais que je viens de là, mais c'est ça. Fait que je suis content que les premières saisons soient pas disponibles, mais ça a été quand même très formateur pour moi. Serge Bouchard, c'est beaucoup inspiré d'un concept, d'une phrase de Friedrich Nietzsche. Ouais. L'art nous est donné pour nous empêcher de mourir de la vérité. Ouais. On aimerait t'entendre réagir. Ça a l'air que cette phrase de Nietzsche décrit bien un peu la volonté qui était celle de Serge, de partager avec le plus grand public. On aimerait t'entendre. Ben, tu sais, Serge, c'était pas un artiste, mais c'était un artiste. Tu sais, c'était un poète. Moi, j'ai l'impression que Serge... Anthropologue de formation. Anthropologue de formation, mais c'est surtout quelqu'un qui avait un regard poétique sur le monde. Fait que cette phrase-là, c'est sûr qu'elle décrit bien sa pensée, puis son moteur de création, je dirais, parce que ce qui énervait énormément Serge, c'est justement quand on essayait de trouver une vérité, de trouver la vérité. Puis Serge disait toujours, la pensée, elle est complexe. Tu sais, Edgar Morin, le sociologue, a tellement travaillé cette notion-là. La pensée, elle est complexe. On vit dans un monde de polarisation. Faut, au contraire, je pense, aller dans la nuance. Et l'art, de ce point de vue-là, permet des fois d'atteindre, je sais pas moi, des sensibilités, des perspectives que la pensée ne permet pas d'atteindre. Puis ça, Serge, je pense qu'il y arrivait dans ses textes avec un regard poétique à toucher une vérité qui était parfois dans notre angle mort. Puis je relis parfois, je relis régulièrement de ses textes. Puis honnêtement, du diesel dans les veines, même le peuple rieur entre autres, un café avec Marie. Mais ce que je veux dire, c'est que il est capable d'aller sur le terrain des idées de façon très précise, avec une pensée savante, je dirais, puis d'enrober ça avec un regard artistique qui nous empêche justement de mourir de la vérité, tu sais, qui fait en sorte que, je sais pas, on ressort enrichi de ça et on a envie de poursuivre notre réflexion. On n'a pas l'impression d'être arrivé quelque part. Ouais, c'est ça que je dirais. Il ouvre certaines œillères. Ouais. Il nous invite à poursuivre la réflexion. Oui, puis tu sais, Serge, toute sa carrière, c'est ce qu'il a fait. Tu sais, il a jamais voulu emballer une réflexion puis dire on a fait le tour de ce sujet-là. Au contraire, on prend la carte ici, on la regarde sous tous les angles, on va essayer de se dire c'est peut-être même pas une carte. Si on adopte cette posture-là, que c'est pas une carte, déjà là, ça révèle plein d'impensés. Puis pour revenir à cette citation-là de Nietzsche, l'art permet tellement ça, que ce soit la chanson, que ce soit la peinture, que ce soit la poésie, ça permet d'ouvrir le champ des perspectives. Puis je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais il me semble qu'on le fait trop peu dans notre société. Tu sais, de la raison, de la statistique, de la compétence et tout ça. Un regard comme Serge, c'est important. Ça nous manque. De plus en plus que nos dirigeants comprennent l'importance du milieu artistique. Ouais. Et de plus en plus, on sent qu'ils veulent soutenir ce milieu-là comme il se doit. Mais en tout cas, je sais pas s'ils le soutiennent assez. Je sais pas si leur volonté est assez grande, mais je sais que ce milieu-là, il existe. Puis il aurait besoin, je pense, de tribunes, de soutien, ouais.
Excellent, excellent. Ben là, on te sent d'attaque. On a parlé d'un de tes mentors, Ouais. Serge Bouchard, de son amour pour la poésie, l'art. Il te l'a communiqué. Ça, c'est intéressant. La question qu'on pose à tous nos invités, malgré qu'on a un peu un feeling de comment tu te portes. Ouais. Comment ça va, Jean-Philippe? J'attendais cette question-là parce que j'ai écouté quelques épisodes et je sais que tu commences avec cette question Tout à fait. qu'on ne pose jamais habituellement à la radio. Ah ben. Ouais. Ah ben. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on nous dit, c'est une question dont on peut se passer parce que la personne va tout simplement dire, ben ça va bien, tu sais, puis c'est une espèce de, bon, Ça va de mais soi, donc, ouais. Mais est-ce que tu me demandes vraiment comment ça va? Oui, parce que, ben, dans ma culture, moi, je suis un Québécois, Oui, oui. haïtien également, puis dans le Québec, il y a pas si longtemps, Ouais. c'était la question d'entrée de jeu. Ouais. Comment ça va, mon petit Pete? Ben, tu vois, non, mais c'est pas pour rien que je te dis ça, c'est qu'à la radio, c'est vrai qu'on nous encourage à ne pas la poser, cette question-là, mais moi, je pense que c'est une question qui est importante à poser. Tu sais, comment ça va? Moi, j'aime pas beaucoup parler de moi, mais puisque je l'ai, cette chance-là de répondre à cette question-là. Tu sais, on est en 2022, à la fin avril, ça fait 2 ans que la pandémie est là. Moi, je suis un grand anxieux dans la vie. Je recommence à reprendre contact avec les activités sociales et tout ça. Puis c'est capoté, là, en dedans de 2 ans, c'est comme si j'avais perdu toutes mes skills. Certains repères. Ouais, mes repères. Hier, je suis allé dans un restaurant où il y avait peut-être, je sais pas, une centaine de personnes. Entendre le bruit, il faisait un peu chaud, ça sentait toutes sortes de choses, plein de monde qui parlait. Puis je suis revenu chez nous, je me suis dit, en fait, je me suis moi-même posé la question, comment tu vas, Jean-Philippe? Puis hier soir, en revenant de cet endroit-là, je pense que je vais bien, mais il faudrait que je reprenne contact avec ces skills-là de grand anxieux que j'ai perdu. Puis c'est con, c'est juste 2 ans de pandémie. Juste, ouais. Mais à ne pas voir les gens, ça fait que c'est comme si ça s'était évaporé. Fait que je vais très bien, mais j'ai ce travail-là à faire de me réapproprier mon aisance à être, je sais pas, je pense comme ben du monde, à fréquenter du monde, puis tu sais, à être exposé à socialiser davantage. Ouais. On avait cette distanciation sociale qu'on se devait de respecter. Ouais, mais ça a pu devenir un piège pour bien des anxieux, puis je pense que dans mon cas, ça a peut-être été un peu le cas. Fait que, longue réponse à une petite question. Parce que tu nous parles d'anxiété. Très récemment, à un certain moment, tu t'es ouvert avec le grand public, Ouais. mais surtout également avec tes collègues, et tu as échangé en ce qui a trait à l'anxiété que tu vivais, et tu as remarqué, des fois on est gêné de parler de petits soucis, hein, des petits bobos, si on peut les appeler ainsi, et tu as partagé ça avec certains collègues. Tu as remarqué que y a pas mal de monde dans ton entourage qui ont levé la main un peu pour dire je vis peut-être la même chose que tu es en train de vivre. Et là, ça a quand même été un moment qui t'a paru assez wow, ok, vraiment, il y a autant de gens qui vivent ceci. Ta réaction par rapport à ce moment de ta vie là, que tu as partagé ça, puis voir que d'autres gens vivaient peut-être beaucoup la même chose, là? Ben, tu sais, moi, j'ai pendant des années souffert d'un trouble anxieux avec agoraphobie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que quand tu me dis comment ça va, puis après 2 ans de pandémie, je prends pas conscience que c'est une rechute, c'est vraiment pas ça, mais je prends conscience que l'anxiété est toujours pas très loin, puis sur le point de frapper à la porte, tu sais. Okay. Pour répondre à ta question, pour ce qui est de ce témoignage-là que j'ai fait, tu sais, parce que il y a plusieurs années, j'en étais arrivé à ne plus être capable de sortir de chez moi, tu sais, prendre l'autobus, le métro, tout ça, ça déclenchait toujours des crises de panique. Mais ça, d'en parler, c'est capoté. Jamais j'aurais pu penser que de m'ouvrir aurait fait en sorte que, je pensais que ça allait me faire du bien, là, mais j'aurais jamais pensé que justement plein de gens feraient comme hey, moi aussi, je pense que. Puis ça, c'est un dossier, c'est un chantier, la santé mentale.
qui, je pense, au Québec, mériterait d'être un petit peu plus développé. Je pense que depuis quelques années, il y a un effort là, vraiment qui va... certaines questions qui tournent autour de la question à réfléchir à voix haute. On va parler un peu plus loin. Il y a certains sujets que tu abordes qui touchent de loin ou de près l'anxiété mentale. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est qu'en même temps, moi, j'aime souvent dire que, tu sais, celui qui est assis devant vous aujourd'hui, tu sais, a 44 ans de temps et d'expérience, entre autres des expériences d'angoisse et tout ça. Mais bref, tout ça pour dire que je suis celui qui est là parce que j'ai vécu toutes ces expériences-là. Fait que, tu sais, quand je réfléchis à l'émission, ça teinte mon regard. Tu sais, mettons, si j'aborde le thème de la peur, ben, je vais pas seulement être dans les idées puis dans les concepts. La peur, je l'ai vécue, ça s'est incarné en moi puis ça s'est même transformé en angoisse. Fait que je sais pas, tu sais, moi, j'essaie de puiser dans ces expériences-là qui m'ont, ben, comme plusieurs, tu sais, forgé, nourri et transformé. Bien sûr. Anxieux, mais on t'écoute à la radio, t'as une voix super joyeuse, on sent le bonheur. Pas autant que la tienne, Alain, quand même. Je pense que j'ai des leçons à prendre. En tout cas, de manière religieuse, religieusement. Et quand même, on sent que tu nous amènes à réfléchir, mais toujours avec ce bonheur en coin, si je peux dire. On essaie de trouver ça, Selon les recherches de Coconut Podcast, c'est dû à quelqu'un. Ah oui? Oui, Madame Giguère, que tu appelles communément Marie. Oui, ta copine. Hein? C'est dû à bien des choses. Oui. C'est dû à bien des choses, mais oui, donc il y a une sous-question ou un sous-entendu. Écoute, la sous-question, durant ces 2 années de pandémie, comment as-tu vécu le tout sur le plan personnel? Parce que oui, tu es quelqu'un d'anxieux, mais tu avais cette tendre moitié qui était là quand même pour, te réconforter, partager un petit repas avec toi, t'entendre le rôle qu'a eu Marie dans ta vie, les 2 dernières années, sachant qu'elle-même, elle est dans le domaine des médias, réalisatrice, travailler. On va voir une autre Coconut. Là, ça fait, en tout cas, 2, 3 ans, 4 ans que vous êtes ensemble, là, 2018, selon nos recherches. Là, ah oui? Mais ça a l'air à 275 Allô? Ouais. Elle a travaillé là aussi, puis toi aussi, t'as travaillé là. Est-ce que le béguin a commencé à ce moment, Monsieur Claude? C'est probablement la chose de laquelle je ne pensais pas parler aujourd'hui, mais puisque tu m'amènes sur ce terrain-là, en fait, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, Marie-Michel Giguère et moi, mais c'est vrai qu'on a travaillé ensemble à 275 Allô et à Do Radio, qui étaient 2 formidables émissions pour enfants, animées par Valérie Letarte et Annie Desrochers, entre autres. Mais sans entrer dans les détails, disons qu'on s'est rencontrés là, mais on s'est pas mis à se fréquenter à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai, tu touches un bon point. La pandémie, ça a été quelque chose de très difficile. Puis je sais pas, je pense à tous ceux qui ont dû vivre ça de façon en solitaire. Là, tu sais, ça a vraiment pas dû être simple. En même temps, tu sais, moi j'ai 3 enfants. J'ai une blonde, ça avait aussi l'effet inverse, tu sais, c'est que la pandémie, toujours être, je dirais, enfermé. Heureusement, on a une assez grande maison, mais quand même d'être chez soi pendant aussi longtemps, ça fait en sorte que ça, je sais pas, ça peut devenir pénible et long, mais on s'aime tous et toutes, et pour répondre à ta question, ça va très bien. C'est drôle quand tu parles de Marie, ça fait quelques fois d'ailleurs que je me passe la réflexion. C'est la femme de Serge Bouchard s'appelait Marie-Christine Lévesque, mais il l'appelait Marie. Puis un de ses derniers livres s'appelle Un café avec Marie. Puis souvent, je disais à ma blonde, en fait, je parle de ma blonde à d'autres gens en disant bon, je vais prendre un café avec Marie. Puis cette expression-là maintenant, elle est tellement chargée, elle est tellement chargée. Mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose de beau. J'aime me l'approprier, puis j'aime qu'elle s'appelle Marie aussi. Là. Ben, c'est super. Tu nous parles de solitude. La pandémie, beaucoup ont dû la vivre. Ouais. Dans ton émission phare qu'on peut
écouté à Ici Première, réfléchir à voix haute, tu as abordé la question de l'ennui. Ouais. Ça, là, moi, comment tu trouves tes sujets que tu vas aborder? Déjà là, il faudrait faire une émission complète juste là-dessus. Mais l'ennui, est-ce bien ou est-ce mal? C'est un peu ça. On va t'entendre là-dessus parce que on peut même tirer quelque chose de l'ennui. Tu penses pas? Tu penses pas qu'on peut... Oui, moi, je suis quelqu'un qui aime s'ennuyer pour vrai, puis c'est quelque chose, c'est au même point où dire que je suis anxieux, c'est pas, mettons, c'est pas la première chose que tu vas dire pour te définir, mais moi, ça me définit quand même beaucoup l'anxiété. L'ennui aussi. Super. Je suis arrivé ici 10-15 minutes avant votre équipe, puis au lieu d'être sur mon téléphone, je me suis planté devant le restaurant ici, puis j'ai juste comme observé, je me suis mis en état de disponibilité pour citer un sociologue que j'aime beaucoup, puis un philosophe que j'aime beaucoup, Hartmut Rosa. J'étais en état de disponibilité à ce qui se présentait à moi, puis moi je le traduis comme de l'ennui, tu sais, mais j'étais pas en train de m'emmerder, tu sais. Ce temps-là, ce 15 minutes-là, pour vrai, il aurait pu s'étirer, puis je sais pas, être 1 heure, puis j'aurais eu autant de plaisir à regarder, à me poser des questions. Dans le moment. Ouais. Dérive dans le moment. Puis juste à regarder autour, me poser des questions. Ah, tu sais, c'est vrai, il y a 15 ans, ça, c'était pas là. Qu'est-ce que c'était? Puis c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Puis à l'école, mon garçon, qui a 6 ans et demi, on nous a dit récemment... Émilien, il a tendance à s'ennuyer. On nous l'a souligné à quelques reprises. Le service de garde aussi nous l'a dit. Je me suis dit, bon, on nous présente ça comme un problème. T'sais, on nous souligne le fait qu'Émilien s'ennuie. On nous souligne pas qu'Émilien s'amuse parfois. Ça, c'est comme la norme. On s'attend à ce qu'il s'amuse. Superbe. Puis pour vrai, quand il s'ennuie, Émilien, j'ai écrit un texte récemment là-dessus, j'ai l'impression qu'il plonge dans l'imaginaire. Tu sais, mettons, c'est arrivé récemment que le service de garde a dit particulièrement aujourd'hui, Émilien s'ennuyait. Puis la discussion que j'ai eue avec lui sur le chemin du retour, il me disait, j'étais en train d'imaginer une chouette qui était autour de moi. Finalement, il s'ennuyait pas. Il était en train de fantasmer, de rêver, de méditer. Tu sais, mais je trouve ça très beau, l'ennui, moi. Puis je pense qu'il y a matière à se réapproprier des trucs comme ça dans une société qui va très, très vite, hein, qui nous appelle, qui nous tire vers la performance, tu sais. Mettons, si moi, je dis à mes boss, dérangez-moi pas les 30 prochaines minutes, je vais m'ennuyer. Mais je pourrais le dire comme ça parce que sûrement que pendant ce temps-là, tu te demandais comment on trouve nos sujets. Ben, c'est des fois dans des moments de répit, je peux prendre une marche, j'ai même pas apporté mon téléphone ni d'écouteurs, puis paf! Nice. Il y a quelque chose qui, tu sais, l'état de disponibilité, c'est pas rien, ça. Ça a une valeur. Je trouve que ça a une grande valeur, mais on vit pas dans une société où on nous encourage à faire ça. Ben, écoute, tu as trouvé un carburant qui te permet vraiment de fonctionner parce que si tu t'ennuies, tu as trouvé une manière plutôt intéressante de te désennuyer en ayant un micro et en partageant tes idées. Je pense que l'ennui te permet de trouver ces sujets qui, par la suite, sont partagés avec le plus grand nombre. Chapeau à toi. On en Merci. Nous autres aussi, là. Ben, je vais quand même dire une chose. Je suis pas seul dans cette équipe-là pour trouver les sujets. Il y a la recherchiste Kim Leblanc, puis aussi les gens avec qui on travaille, les co-animateurs, les co-animatrices. Tu sais, on s'assure que, tu sais, je sais pas, là, en ce moment, je suis avec Micheline Langto depuis quelques semaines. Ben, c'est sûr qu'on va à la pêche. Tu sais, on lui demande vraiment quels sont les sujets qui la branchent et tout ça. Tu sais, moi, cette année, on a fait le thème de l'anarchisme. Probablement que... Le chaos et l'anarchisme. Spontanément, je serais pas allé vers ça, mais j'ai dit à Micheline, indique-nous un thème sur lequel tu as toujours voulu réfléchir, t'exprimer dans les médias et pour lequel on t'a jamais vraiment donné l'opportunité de le faire. Puis
spontanément, elle a dit l'anarchisme. Je dis, parfait, on va là-dessus. Puis probablement comme vous, tu sais, ici à Coconut Podcast, on a la chance d'avoir une totale liberté ou presque. Ouais. Fait que tu sais, tu fly après ça 53 minutes sur l'anarchisme. C'est un maudit privilège quand même. Tout un privilège. Mais tu abordes l'anarchisme, le chaos. Ouais. Tu vas parler du divertissement, une fuite de soi. Ouais. En 15 secondes, on aimerait t'entendre commenter cette émission, ce choix de sujet intéressant. Le divertissement et la fuite de soi. Ouais. C'est qu'on essaie d'oublier la réalité. As-tu l'impression qu'on essaie d'oublier la réalité? Je pense des fois on a du lavage à faire. On essaie de passer à côté. Non, mais tu sais, c'est Blaise Pascal qui disait que le plus grand malheur des humains vient de leur incapacité à rester au repos dans leur chambre. Je parlais de l'ennui il y a quelques instants. Moi, ça me dérange pas de rester au repos dans ma chambre. Ou, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, je fais pas une plug, là, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller au monastère des Augustines à Québec. Super. J'adore ça. Oh. Moi, c'est l'oratoire Saint-Joseph. Bon. Hein? Le monastère des Augustines, on peut coucher là. Ça a 400 ans d'histoire. Les sœurs étaient là avant. Tu sais, on arrive là, tu parles de divertissement. Moi, la première fois que je suis arrivé au monastère des Augustines, on m'a dit, puis je pense qu'ils font ça, une mise en garde qu'ils font un peu à tous leurs clients puis leurs clientes. Ils leur disent, ici, ça se peut que l'Internet rentre mal, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de source de divertissement. C'est possible que vous angoissiez, que puis tu dis, mais en même temps, si tu vas au monastère des Augustines, probablement que c'est ça que tu recherches. Mais je trouve que ça parle beaucoup que les gens du monastère en arrivent à faire cette mise en garde-là. Ça veut donc dire, j'ai l'impression que il y a des gens qui se sont sentis mal en étant dans le silence, dans le repos. Ça a fait monter une forme d'angoisse, d'anxiété. Puis ils rejettent le fait de l'idée d'aller à la rencontre de soi les a mis un peu, les a fait mal se sentir, pour le dire comme ça. Fait que tu sais, moi cette idée du divertissement à tout prix et tout le temps, tu sais, moi, j'essaie de ne pas être là-dedans. Puis c'est un combat de tous les jours parce que, tu sais, mon garçon, il a 6 ans et demi, il est attiré par les écrans. Souvent, dans la journée, il demande le téléphone pour jouer ou regarder des trucs. Puis on essaie vraiment je reviens à l'ennui, de cultiver l'ennui chez lui, de cultiver les temps morts aussi, puis d'autres choses, parce que c'était constamment exposé comme ça à des images, tu sais, ça fait que ton cerveau il spinne tout le temps, tu sais. Puis je pense que c'est bien d'avoir un peu de repos des fois de l'esprit. Tu nous parles de divertissement. On va apprendre à te connaître. Je suis pas sûr que ça va être divertissant, mais écoute, par où que t'as grandi, si on peut le dire de même, hein, nous autres aussi, on se crée nos mots dans notre univers. Ouais. On s'amuse pas mal. Hein? Selon les recherches de l'équipe de Coconut Podcast, il apparaît que t'as grandi, puis on va essayer de confirmer, dans le centre du Québec, à Drummond. Qui est pas vraiment le centre du Québec, hein. Mais je veux dire, non, mais ce que je veux dire, c'est que, fait que Drummondville, c'est vrai que c'est le centre du Québec selon l'appellation, la région administrative, mais quand tu regardes le Québec, c'est pas le centre du Québec. Bon, c'était juste comme c'est mon éditorial. Mais oui, j'ai grandi à Drummondville. Es-tu déjà allé à Drummondville? J'en ai à Drummond, pas à peu près. J'ai du monde. Pas vrai? Saint-Joseph-sur-le-Lac? Saint-Joseph-sur-le-Lac, Saint-Joachim-de-Courval, peut-être, je sais pas. Saint-Joseph-sur-le-Lac, ça? Je connais bien mon Drummond, mais Saint-Joseph-sur-le-Lac, autour. Autour. Mais j'ai grandi à Drummondville, qui est la capitale du développement maintenant. Je pensais que t'allais me dire que c'est la capitale de la poutine. Ça ferait sans doute plus de sens de dire que c'est la capitale de la poutine que la capitale du développement. Je me suis toujours demandé la capitale du développement, mais de quoi? Le développement de quoi? Certainement pas de... Non, je n'irai pas là, mais oui, j'ai grandi à Drummondville, qui est somme toute...
une assez belle ville pour ce qui est du centre-ville. Moi, j'ai grandi, je dirais pas malheureusement, mais j'ai pas grandi au centre-ville. J'ai grandi sur le bord de l'autoroute. Si vous passez sur l'autoroute 20, là où il y a les grands centres commerciaux, ils ont défriché tout ça. Bon, c'est une autre expérience, mais tu sais, moi, je reviens à ce que je disais tantôt, je suis celui que je suis devant toi parce que j'ai grandi à Drummondville pendant 15-16 ans. Et j'en suis très fier, même si c'était pas nécessairement mes plus belles années. Je pense que il y a un Drummondvillois en moi qui est quand même assez fier quand j'y retourne. Je me sens chez nous. Si tu es qui tu es, c'est que tes parents t'ont transmis certaines valeurs. Ouais. Une des valeurs phares chez les plots. On aimerait t'entendre. Le partage. Ouais. On t'écoute, là. C'est rare que j'entends chez les plots. Ouais. Ça me rappelle que je laisse peu de gens m'appeler plot. Plot. Ouais, ça. Mais chez les plots, je trouve ça même très beau. C'est rare que je l'entends. Puis, quelle valeur? Je dirais, en fait, j'ai le goût d'aller là, ouais. Tu sais, moi, peut-être que les gens le savent ou pas, mais moi, je me considère et je suis en fait un transfuge de classe. Tu sais, mon père est un analphabète, ma mère est peu instruite. Moi, j'ai la chance et le privilège d'avoir étudié puis d'être maintenant détenteur, ou en tout cas, j'ai un micro à Radio-Canada où je m'exprime. Et fait un bac à l'Université Laval. J'ai fait un bac, une maîtrise en sociologie. Tu as commencé un doctorat également? Ouais, un doctorat en sociologie. Tu penses finir éventuellement? Je pense le finir un jour, mais c'est comme un rêve, là. mais ça viendra peut-être. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que, tu sais, quand on est un transfuge de classe, puis qu'on regarde là le milieu d'où on vient, on peut, et ça a été mon cas, en avoir eu honte. Moi, maintenant, j'en suis rendu à avoir eu honte d'avoir eu honte de mes origines. Et quand je pense à la valeur que mes parents m'ont transmise, c'est sans doute, je dirais, l'amour, même si ça peut sembler étrange d'entendre ça dans ma bouche, parce que, tu sais, oui, j'aime mes parents, mais je vais citer Annie Ernaux qui a mis des mots magnifiques sur cet amour-là que je ressens pour mes parents. Et à un moment donné, elle a écrit « J'aime mes parents séparés par un amour d'une distance de classe, tu sais. » Puis ça, tu vois, je suis ému en le disant, mais on s'aime, mes parents et moi. Mes parents m'aiment, j'aime mes parents, mais chacun avec nos outils, nos clés de compréhension du monde qui ne sont pas les mêmes. Je sais pas si tu me suis. Bien sûr, parce que tu es fils unique. Oui. Tes parents, comme tu disais, bon, ils n'ont pas nécessairement fait les études que tu as fait. Non, c'est ça. Papa lui-même, analphabète, selon les notes qu'on recevait, bon, il se créait son langage, il était très phonétique, hein, il apprenait au son. On t'introduisait à venir jusqu'à date. Puis, mais ça, c'est capoté. Toi-même, le langage de papa, par moment, t'as rendu un peu pas trop sûr de toi. Hey, même avoir honte un peu. Hey, mon père, il parle de même. Mais au final, c'est une richesse parce que ça démontre que la langue évolue. Puis il faut comprendre le Québec d'une certaine période sous cet angle également. Ben moi, je le pense sincèrement parce que cette expression-là, à venir jusqu'à date, texte là-dessus. Moi, j'ai ça. Tu sais, mets-toi faut se mettre en contexte. Là, j'arrive à l'Université Laval et j'utilise ce mot-là pour la première fois, qui est Anishkadat. Et honnêtement, ça peut avoir l'air d'un mot Innu, par exemple. Et moi, c'est un mot que j'ai entendu toute mon enfance dans ma famille, mais aussi dans la famille élargie. C'est ça, Anishkadat. Ou tu sais, juste comme ça, tu sais, Anishkadat, ça va bien. Puis quand je l'ai utilisé pour la première fois à l'université, j'ai tout de suite vu dans le regard de mes amis, de mes collègues, que il y avait quelque chose d'un peu spécial que je venais de dire là. Puis de fil en aiguille, j'ai compris que c'est ça, donc une contraction de l'expression à venir jusqu'à date. Mais tu sais, moi, je suis un grand fan des films de Pierre Perrault à l'ONF pour la suite du monde et tout ça. Puis
sais, il est allé capter chez des gens à l'île aux Coudes la parlure très singulière de ces gens-là qui était de la poésie, tu l'as dit. Tu sais, ces gens-là, ils chouinaient, tu sais. Puis moi, je regarde ça, puis je trouve ça très beau, tu sais. Puis à un moment donné, Serge Bouchard m'a dit, ce que tu trouves beau dans le discours de ces gens-là à l'île aux Coudes, ben peut-être que tu pourrais porter ce même regard-là sur la parlure de ton milieu d'origine, tu sais, sur la parlure de ton père, finalement. Puis ça, là, c'est comme si j'avais changé ma paire de lunettes pour regarder le monde, vraiment. Puis ce que je pouvais considérer comme quelque chose de très honteux, maintenant, je le considère comme quelque chose de très beau parce que, tu sais, mon père, il a quelque chose à dire, il a une vision du monde qui est singulière, qui est pas la mienne, qui est le résultat de très peu d'éducation, mais ces histoires-là méritent d'être racontées. Et non seulement ça, je pense que leur vision du monde puis leur point de vue mérite d'être entendu. Tu sais, bon, tu sais, moi, à un moment donné, j'ai fait une carte blanche sur les transfuges de classe à Radio-Canada, puis je me rendais compte que je parlais de mon milieu d'origine, mais sans l'entendre. Je me suis dit, je vais intégrer mes parents un peu, tu sais, au début, puis ici et là. Mais c'est vrai que les gens qui viennent de ces milieux-là, mettons dans des émissions comme celles qu'on fait à Radio-Canada, on les entend pas, à part c'est nono, mais dans des vox pop, dans les radios-journaux, là, on va les entendre. Mais c'est ça, longue réponse. Une valeur qu'on remarque qui t'a été transmise, le dur labeur. Papa était ferblantier, soudeur. À cette époque, les femmes, les hommes travaillaient durement la terre, ils allaient à la shop, comme on dit, entre autres. Toi-même, inconsciemment, tu vas être un rat de bibliothèque. Ouais. On sent que Jean-Philippe, il est toujours en train de travailler par la profondeur des contenus que vous abordez, à réfléchir à voix haute que tu faisais avec Monsieur Serge Bouchard. C'est fou. Est-ce que cette valeur aujourd'hui... Du dur labeur. Oui, du dur labeur, c'est une valeur... chez les plots. Ça, je vais la retenir. Chez les plots, pas Ouais. On pourrait faire un film quasiment chez les C'est pour vrai, quand tu l'as dit tantôt, je me dis, ça ferait un esti de bon titre de film. Mais le dur labeur, mais tu sais, je te regardais avec ton collègue tantôt quand vous êtes arrivés, vous installez avec passion, puis énergie, puis je sais que vous faites Coconut Podcast en plus de vos emplois réguliers. Tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que clairement, vous aimez ce que vous faites. T'sais. Moi, j'ai la chance de faire aussi ce que je veux faire, mais en raison du fait que je viens du milieu d'où je viens, je prends rien pour acquis. Okay. Ce qui fait que, tu sais, moi, ouvrir le micro le dimanche soir en étant pas ou peu préparé, honnêtement, je serais pas capable de faire ça. Okay, nice. Je ne serais pas capable de faire ça. Je serais capable. Je pourrais parler pendant 53 minutes. C'est pas ça l'enjeu. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que notre auditoire mérite ce respect-là, le respect du travail qu'on fait. Puis tu sais, c'est pas rien. Moi, je sais que t'enseignes dans une autre vie. Moi, à la radio, je me considère un peu comme un passeur, tu sais, où, tu sais, depuis le début de la saison, des fois, j'ai eu l'impression de faire un petit cours sur une notion, là, tu sais, mettons, on part pendant 1 heure sur, je sais pas, l'amitié. Bon, ça a l'air banal, l'amitié. La voix est-elle plus importante que le message? Le message c'est ça. Et le rêve. Hein? Bon, ben, tu vois, ça, partir là-dessus, tu sais, moi, j'ai pas envie d'aller là puis de prendre ça pour acquis puis de pas être préparé. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que oui, cette valeur-là du dur là-bas, ça m'a été transmis. Mais c'est aussi quelque chose que moi j'essaie de transmettre à mes enfants, tu sais. Ouais, vraiment. Ouais. Puis je suis assez je sais pas, quand c'est le temps de faire nos devoirs, quand c'est le temps de faire ses devoirs, tu sais, j'aime ça qu'on s'applique et ouais, je pense que la transmission va dans ce sens-là aussi, c'est important. Tu sais, je veux dire, ouais. Super. Écoute, on va apprendre à te connaître et on va terminer
par les différentes thématiques que tu abordes, c'est capoté, c'est plus qu'incroyable. On sait que, oui, tu es de Drummond. Ouais. Un gars des Bois-Francs. Ouais, du centre du Québec, selon la dénomination, mais ouais. Oui, découpage administratif. Mais j'ai grandi à Québec, par contre. À Québec? Excuse-moi, je suis né à Québec. T'es né à donc, Québec. Je sais que... Bonne précision. Je sais que toi, tu as fait quelques années à Québec aussi, mais ouais, donc je suis né à Québec et on est allé vivre à Drummondville pendant plusieurs années, mais je suis retourné faire mes études à Québec. Fait que c'est drôle, de Drummond, j'ai fait mon cégep à Drummondville. Ouais, j'ai fait mon cégep à Drummondville, puis après ça, je suis parti à Québec pour faire bac et maîtrise. Mais je me sens... Un gars du 819 ou du 418-581? Ouais, c'est une maudite bonne question. Choisir ou 514? Mais en même temps, tu sais, j'ai l'impression que j'ai un passeport pour ces trois identités-là, tu sais. Parce que pour vrai, écoute, je suis allé récemment à Québec pour le Salon du Livre avec Marc Fortier, qu'on salue. Puis il me disait que il se sentait chez lui a grandi là, pis ça. Puis je me suis moi-même posé la question, je me sens-tu à Québec quand je viens là? Puis c'est quand je suis arrivé à Québec, c'est comme si j'avais remis mon veston, mon identité de Québec. Puis fait que oui, je me sens autant de Québec que de Drummond, que de Montréal. Je sais pas, Montréal, c'est ma vie adulte et professionnelle. Alors, mais oui, quelle belle ville d'ailleurs, Québec. Université Laval, de Coninck. Entrepôt Café chez Paul, entre autres, le pub, le grand salon. Ouais. On sait que toi, peut-être à la bibliothèque pas mal souvent. Ouais, moi c'était ça. Mais j'étais un grand joueur de hockey. Ben, on va quand même relativiser. Là, c'est-à-dire, arrive au hockey. Non, j'étais pas un grand joueur, mais j'ai joué au hockey souvent dans ma vie et particulièrement pendant mes années universitaires. Ouais, j'ai fait ça 2 puis 3 fois par semaine au hockey Cosa, mais sur glace. J'ai pas la shape d'un joueur de hockey, mais j'étais assez vite, fait que je me débrouillais quand même pas mal. Tu dis que t'es un gars de hockey, on sait. Tu vas faire les spornographes après avec Olivier Niquet et Jean-Philippe Wautier. Ouais. C'est ce qui va quasiment vous propulser, vous mettre pas mal. Ben, c'est ce qui nous a, ouais. Mais tu sais, tu parlais tout à l'heure de 275 Allo. Moi, à cette époque-là, je travaillais à 275 Allo. On faisait le podcast du spornographe dans mon sous-sol, finalement. Puis on s'est dit pourquoi pas essayer de pitcher ça à Radio-Canada. Et il y a quelqu'un, Saïd Khalil, et une autre personne, Jean-François Rioux, qui ont eu l'audace de croire dans ce projet-là. J'ignore encore pourquoi. Je veux dire, j'en suis fier et tout ça, mais il fallait vraiment être visionnaire pour mettre ça en ondes, et c'est ce qui est arrivé. Et, pornographe, on parle d'une émission de radio, ouais. Puis, une émission de radio, t'es-tu plus Sainte-Flanelle? Ou t'es plus Fleur de Lésée? On est-tu plus Québec? Les Nordiques? Non. Les Jets dans cette série qui opposait en 93 les Nordiques aux Canadiens, t'étais pour qui, là, Monsieur Claude? Ah non, moi, les Nordiques, j'étais incapable, vraiment. Les pornographes, là. Ouais. Moi, c'est drôle, hein, parce que j'avais chez les Plots, justement, celui qui faisait le logo sur la patinoire au Colisée, c'était le frère de mon père. Mon père est ferblantier, faisait des enseignes, puis son frère à Québec faisait des enseignes. Il avait le contrat de faire le logo sur la patinoire à Québec. Puis, écoute, il me donnait tout ce qu'il pouvait comme produits dérivés des Nordiques, juste pour m'écœurer, parce qu'il savait que j'haïssais les Nordiques. Fait que non, moi, je suis encore Canadien. D'ailleurs, je te ferai remarquer qu'on ne dit pas le Canadien au spornographe, on dit Canadien. C'est une entité transcendantale, Canadien. C'est comme, on dit pas le Jésus, on dit Jésus. Il n'y a pas d'article, hein. Canadien est au-dessus de tout. Puis là, écoute, t'as des collaborateurs, on a parlé d'Olivier, de Jean-Philippe. Ouais. T'as Barbara également. Barbara Judith Caron, exactement. Ouais. Toute une équipe, là, quand même. Ouais. Vous êtes encore, on peut vous retrouver sur audio. Ouais, il y a eu une longue pause, hein, c'est ça. De 2009 à 2012, ça a été une émission à la radio de Radio-Canada. Après ça, chacun, on a pris nos chemins. Eux, ils ont, dans le fond, prolongé ou réinventé la formule du porno, puis ils ont enlevé le sport, quoi qu'Olivier faisait des sports là-dedans, mais tout ça pour dire que la soirée est encore jeune et le prolongement du pornographe, pour le dire comme ça. Moi, j'ai fait ma longue parenthèse avec Serge Bouchard, puis maintenant, je fais réfléchir à voix haute, mais on a
effectivement refondé, ou je sais pas comment dire ça, réinventer le Sportnographe en balado finalement depuis 2 ans. C'est très le fun. Moi, c'est une dimension, je disais, moi, je suis pas quelqu'un d'extravagant et tout ça, mais il y a une dimension de tu sais, moi, j'incarne un personnage qui s'appelle Paul Meilleur-Aucoin au Sportnographe, puis ça dort en moi, tu sais. Si tu assois Jean-Philippe puis Olivier, je sais pas ce qui se passe. Tu sais, je pense qu'on peut pas mettre ça en mots. C'est une chimie, c'est comme ça pogne quand on est les trois ensemble. Puis cette identité-là en moi se met à on. Puis s'ils sont pas là, ça disparaît. Je sais pas, c'est fuyant. Mais fait que ça là, on en fait moins ces temps-ci pour toutes sortes de raisons, parce que souvent on est très occupé avec la soirée, puis moi avec réfléchir, mais ça me manque, ouais. C'est une dimension qui est comme sur le rond arrière, là. On sait que t'es réalisateur. Ouais. Ici Première, entre autres. Concepteur sonore. Ouais. Chroniqueur, animateur. Lequel des 4 chapeaux préfères-tu? Ou même le 5e, parce qu'on sait, on va terminer là-dessus, la parentalité. Ouais. C'est quand même un scholar, là, un académicien. Là. Ouais. On aimerait t'entendre lequel des 5 chapeaux, parce qu'on sait que t'écris pas mal beaucoup aussi. Ouais. On aimerait t'entendre. Moi, je pense que tous ces chapeaux-là sont très intéressants, honnêtement. Là, tu sais, je fais de la radio parce que j'ai fait des études à l'université. Si je fais réfléchir à voix haute, c'est parce que le Sportnographe a existé puis ça m'a permis d'éclore. Tu sais, tu parles de parentalité, tu fais probablement référence à mes études de maîtrise sur la conciliation travail-famille des jeunes pères. À une époque où je n'étais pas papa, donc ce qui me permettait d'avoir une certaine distance ou ce qu'on nomme l'objectivité en sciences. Mais quel chapeau me plaît le plus? Je ne sais pas, ça fait 2 ans là, que je suis en train d'écrire mon récit de transfuge de classe. Ouais, c'est ça. Je pense le terminer cet été. Ce chapeau-là, je pense que ça va être un de mes préférés. L'écriture, là, tu sais. Mais je suis pas en train de dire que j'aime moins la radio que l'écriture, mais parce que, tu sais, quand je fais des éditoriaux à la radio, je les écris. Fait que, tu sais, tout ça se blende. Mais, ouais, je pense qu'écrire, je serais pas surpris que si on se reparle dans 5 ou 10 ans, que je sois en train de continuer d'écrire, puis je l'espère que j'aurai 2-3 livres. Parce que, ouais, j'estime avoir des choses à dire, ne serait-ce que sur le plan du transfuge de classe, à partir de mon expérience, mais à partir de mes études aussi. Mais tu parles de la conception sonore, là, on fait du coq à l'âne, mais la conception sonore, c'est quelque chose qui me passionne. Je sais pas. Un point tel. Je sais pas, non, mais je sais pas d'où ça vient, mais dès que j'ai commencé à faire de la radio communautaire, c'était pas juste, tu sais, parler dans un micro, ça m'intéressait, mais c'était l'emballage, tu sais. Habiller ça, tu sais, je me suis amusé à faire des fausses publicités pendant des années pour les radios CISM, CKIA, puis tout ça, puis je sais pas, il y a quelque chose de très créatif là-dedans aussi, d'habiller des antennes, tu sais, j'ai habillé des émissions à Radio-Canada. Je sais pas, c'est tellement créatif. Le son, tu dis que les mots ont une force. Ouais. Le pouvoir des mots. Dans la tonalité, ouais. Dans le ton qui est utilisé plutôt. Il y a l'expression « le ton fait la chanson ». Ouais. Ça, c'est quand même très intéressant. Jean-Philippe, la question que Coconut se pose. Ouais. La question que Coconut se pose. Comment vas-tu maintenant? On sait comment tu vas. Tu travailles beaucoup sur le sujet de transfuge de classe. Ouais. Tu évoques plusieurs auteurs, entre autres Annie Hainaut, qui travaille Dumont, je pense également. Écoute, Fernand Dumont, Didier Ribon, Édouard Louis, qui a tué mon père, avec pas de point d'interrogation parce que c'est très important. Fabien Cloutier aussi. Au Québec, il y a Caroline Dawson, il y a Mélanie Michaud, il y a très peu de gens au Québec qui se sont intéressés à pas qui se sont intéressés, mais qui ont écrit là-dessus. Fernand Dumont est probablement le premier à l'avoir fait, puis c'est un sociologue, donc c'est quand même un récit très académique, mais oui, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Je sais pas si toi, tu t'estimes... Oui, vas-y. J'aimerais que tu vulgarises pour nous. Qu'est-ce que c'est un transfuge de classe? Transfuge de classe, et par la suite, comment
est-ce vécu par l'immigrant, le nouvel arrivant, Ouais. qui par moment vient d'une classe sociale dans son pays, il arrive ici, il se doit de tout recommencer. Et de s'inventer une nouvelle identité aussi. Tout à fait. On aimerait je pense. Ouais. Transfuge de classe, dans le fond, c'est assez simple. Tu sais, ça veut dire que tu as changé de classe sociale, économique, culturelle, avec tout ce que ça implique. Donc, dans mon cas, de passer, mettons, d'un milieu où mon père est analphabète, ma mère peut scolariser, à un milieu intellectuel, ben c'est tout, disons, l'accès à la grande culture que je n'avais pas, que j'ai dû acquérir, beaucoup de rattrapage culturel aussi que j'ai dû faire, mais c'est tous mes goûts aussi qui ont changé, tu sais, les goûts pour la nourriture, pour la culture. Le roteux, exact. Ouais, en même temps, quand je retourne dans une pataterie aujourd'hui, c'est là, tu sais. Patate à zézette, genre. Ben, c'est ça, c'est là. Mais c'est ça, c'est que ça implique une espèce de, tu sais, t'as fait référence à Didier Ribon, à Édouard Louis, à Annie Ernaux, ces gens-là, Nesrine Slaoui, ils utilisent une très belle expression pour nommer ce ressenti-là, c'est de la violence de classe, tu sais. C'est gros comme mot, mais c'est quand même ça, tu sais. Elle n'est pas terminée, cette lutte des classes. On dit que c'est une lutte de place. Oui, mais moi, je pense que les classes sociales, elles existent encore aujourd'hui. La lutte, on a l'impression, ou en tout cas, qu'elle est beaucoup moins présente. Puis c'est vrai, il y a des sociologues comme Vincent de Goljac qui ont écrit là-dessus, tu sais, à l'effet que on ne serait plus dans une société, en fait, on ne vivrait plus une lutte des classes, mais on vivrait une lutte des places. C'est-à-dire que on pense souvent qu'on est capable de se bâtir soi-même. Tu sais, le fameux mythe du self-made man, là. Donc, puisque l'ennemi, pour le dire comme ça, ce n'est plus la grande entreprise, mais que c'est l'autre avec un grand A, l'étranger, tout ça, ben on se dit, nous sommes les seuls responsables de notre destin. Ça fait beaucoup de responsabilités sur notre dos, mais c'est ça qu'il veut dire Vincent Goljac quand il parle de la lutte des places. Faut se faire sa place, alors qu'avant, on se battait en termes de classe, une classe contre une autre. C'était le collectif, tu sais. Sur le plan des nouveaux arrivants, il y a Là où je me terre, qui est un très beau récit de Caroline Dawson. C'est un très, très beau récit de transfuge de classe d'une fille qui est arrivée ici au Québec avec des parents qui étaient scolarisés, mais qui ont dû repartir à zéro en arrivant ici, l'espèce de Python reset. Et ça, tu sais, on parle parfois d'intersectionnalité, qui est un grand concept, là, mais tu sais, c'est Caroline et ses parents, ils ont dû non seulement bouger en arrivant ici, ils ont eu de la mobilité sociale à faire, mais ils ont eu aussi une nouvelle identité à s'inventer. Et ça, c'est doublement, je pense, difficile, ce que moi, j'ai pas eu à vivre dans mon cas. Quand même, quand t'es à Montréal, dans un milieu outremontois, disons-le ainsi, ou radio-canadien, il y a une manière de parler. Ouais. Et quand tu retournes par chez vous, si tu te mets à parler, comme ça, les gens, je remarque que toi, tu as les deux manières, hein. Toi, t'es capable de passer d'un niveau à l'autre. Ouais. Ah ouais. Mais tu parles comme ça, toi? Ouais. Tu sais, comme tu parles comme un bourgeois, ou tu sais, tu parles, on est obligé d'avoir les différents parler. À la maison, tes parents veulent que tu t'exprimes selon ton milieu d'une manière. Quand t'es avec tes chummies québécois, t'es à Québec, c'est fiable, tu sais, la bus. Ça fait vraiment des années que j'ai entendu la bus. Ouais, c'est dur, je vais prendre le boss. Ouais. Mais là, tu sais, t'es obligé de t'adapter, ça vient avec un vocabulaire. Ouais. J'étais avec mes chummies qui font de la construction, j'ai une manière de parler, puis il y a des gens au début, ils comprennent pas. Mes amis français, ils s'attendent, mais t'as fait le lycée français, il faut que tu parles comme ça. Mais ça fascine le sociologue en moi, là. C'est moi qui va prendre le micro 2 secondes. Mais sur le plan de l'identité, est-ce que ça te pose des défis parfois? Parce que, je veux dire, c'est beau être caméléon, mais à un moment donné, est-ce que tu finis par te demander quel est le vrai Alain? C'est qu'on est vraiment dans ce village global. Ouais. Aujourd'hui, moi, je suis beaucoup voyagé.
je suis vraiment d'identité multiple. Ouais. Je sens que je peux faire le pont entre mon ami Sri Lankais en disant Nandri, Vanakam. Tu sais, comme... Puis, Ah, c'est beau, ça. Ouais, ouais. Puis ensuite, avec ton ami Punjabi Shukriya, puis tu sais, en polonais Yakshemash. Puis puis ça, c'est au niveau des langues. Donc là, si tu es capable avec les langues, au niveau des accents, ça va de soi. Mais identitairement, il y a un ajustement toujours. Radio-Canada. Radio-Canada. Ouais, c'est ça. Tu piges? Mais... Ouais, donc il y a cette idée, mais ta question, elle est superbe. C'est la deuxième fois qu'un grand journaliste me la demande. Mais pour nous, si je peux parler, qui venons des quartiers issus de l'immigration, ça va de soi. Puis en se préparant pour notre entrevue, toi qui viens d'un milieu plus ouvrier, à Drummond, des gens qui aiment, tu sais, comme la nature davantage, on fait la nature, ben t'as un langage là-bas, mais quand t'es en ville, à la radio, t'as un langage également. Est-ce que t'es deux personnes? Non, t'as juste compris que... Ben, tu vois, moi, j'oserais quand même nuancer un peu la chose. Moi, j'aimerais ça être toutes ces identités-là. J'aimerais ça être toutes ces identités-là en même temps, puis pouvoir me promener d'une à l'autre, mais comme tu le fais. Mais je te dirais que c'est quand même plus un défi, parce que, tu sais, mettons, quand j'anime à la radio, il y a quand même une espèce de plugin, pour le dire comme ça, qui embarque sur ma voix. Et là, parfois, j'aimerais ça avoir ma langue de Drummondville pour animer parce que le sujet le commande, mais c'est comme si ça se rendait pas. Je suis pogné avec c'est comme mon effet radio-canadien. Ouais, mais c'est un automatisme. Mais c'est également, on reçoit je sais pas, moi, la consul générale des États-Unis qui parle un français impeccable. Ben, si on parle le même français qu'elle, on va se mettre à son niveau et il y aura pas de... Pardon, je comprends pas. Puis... Donc, mais oui, c'est ce que nos parents nous ont légué. Apprenez le bon français, apprenez à parler québécois, apprenez à parler créole. C'est important pour nous aussi de parler créole. Puis aujourd'hui, ben ça nous sert. Puis on peut avoir le français. Alors, comment vas-tu? Tu vas bien? Ça, c'est l'accent de Pétionville, par exemple. Ça nous sert qu'on est là-bas. On n'est pas vu comme un diaspora, mais on peut un peu être caméléon. Et je trouve ça très beau. Moi, je trouve ça très beau. Jean-Philippe Clos, écoute, Alain. toute une entrevue. Oh, hey man, c'est incroyable. Moi, je brancherais ma clé USB sur ton cerveau là, pour en ramasser un maximum. Ce n'est que partie remise. Franchement. Je suis content de t'avoir rencontré. Je suis content de... Le mot de la fin, tes remerciements pour tes fans qui t'écoutent en 15 secondes. Les remerciements, ben je dirais, je vais y aller plus... oui, les auditeurs, les auditrices, je suis très content qu'ils soient de la partie, mais surtout Radio-Canada d'avoir eu confiance en moi pour... c'est niaiseux, mais après c'est pas niaiseux du tout. En fait, après le décès de Serge, j'espérais très fort pouvoir poursuivre, dire ça comme ça, son aventure à la radio. Puis, sans doute que mon remerciement sera à Radio-Canada de m'avoir donné cette opportunité-là. Et l'an prochain, nous serons là pour une deuxième saison. Alors, on va pouvoir poursuivre l'aventure. Réfléchir à voix haute. Voilà. Écoute, tu disais que c'était un plaisir de me rencontrer. Oui. Sache que pour Coconut, là, tout le plaisir est de pouvoir voir le visage, là, en vrai. J'existe pour vrai. Voix, là, tu sais, qui s'en vient une voix, là, plus que connue dans la francophonie. Jean-Philippe, Coconut Podcast, on a eu l'opportunité de faire le tour du Québec. On était à la rencontre de nos frères et sœurs des Premières Nations. Et en langue Innu, on te dit « Chinash Kumitin ». Les Algonquins te disent « Miigwech ». Les Mi'kmaq te disent « Welalin ». Ensuite, tu as les Abénakis dans le centre du Québec. Oui, c'est vrai, que je connais bien. Ils te disent « Oléone ». Puis là, on va à Québec, hein, un gars de Québec. On a les Hurons-Wendat, langue Wendat, et ils te disent Teawek. Et ici, on est dans la région métropolitaine de Montréal, et on te dit un gros Niawen. Et puis moi-même, c'est haïtien d'origine, m'a retiré le R et m'a dit merci en pile. Beaucoup, on a pile. Oui. Vraiment d'avoir pris ce moment avec nous. Ben, ça fait plaisir. Puis,
On dit merci à Mme Giguère. Ouais. Avoir... Donner les informations, c'est ça. Ouais, OK. Super. Alors, sur ce, on te remercie. Ce n'est que partie remise. Hey, bonne suite avec Coconut Podcast. Salut. On te remercie. Yes. Messieurs, dames, oui, en direct du Camui, ce grand restaurant, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec ce grand penseur du Québec. Ouais, il est en train de devenir une grande pointure. Tu sais, l'héritage de Serge Bouchard en lui, Jean-Philippe Plot. Je vous invite à le suivre sur Audio, ici Première, Réfléchir à voix haute, le dimanche à 19h. Un rendez-vous à ne pas manquer. Messieurs, dames, ils viennent de faire notre journée à Coconut Podcast. Je vous invite à le suivre, les pornographes, Monsieur Wautier, Niquette. C'est du big, là, messieurs, dames. Sur ce, nous étions dans le cadre de ce 2e anniversaire de Coconut Podcast. Comme à l'accoutumée, on se voit pour une prochaine entrevue. Sur ce, Niawen, merci, au revoir!